Alors bonjour à tous et à toutes. Merci encore une fois d'être fidèles, d'être présents avec nous pour une autre émission Tête à tête et cœur à cœur avec Stéphanie Casimir. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 14 juin, j'ai le plaisir de recevoir comme invité M. Max Stanley Bazin, porte-parole. Merci. Alors, M. Bazin est porte-parole de la Ligue des Noirs du Québec. Nous allons nous entretenir avec lui sur la question du recours collectif qui a été déposé à la Ville de Montréal et au SPVM. Nous discuterons aussi, bien évidemment, de racisme systémique et de discrimination raciale. Alors, restez avec nous, soyez à l'écoute pour une courte pause publicitaire et nous reviendrons immédiatement après. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, moun ap mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. 514-323-1212. Ex-Wash. Voulez-vous éviter toutes les traces du coronavirus? Essayez ce nouveau produit, Ex-Wash. Ex-Wash permet un lavage des mains impeccable. Ex-Wash tue tous les virus et combat même le corona. Pour un nettoyage en profondeur, Ex-Wash, c'est la solution. Pour vous le procurer, composez le 514-552-6080. 514-552-6080. Ex-Wash. C'est exact. Oh ouais! Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main à de bons prix. Megameuble, c'est la solution. Mégameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Mégameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires. Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que des conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514-605-6224. Pour plus d'informations, appelez au 514-605-6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat.
Wow, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Alors, de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie Casimir. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Max Stanley Bazin, porte-parole de la Ligue des Noirs du Québec. Encore une fois, bonjour, Monsieur Bazin. Merci. Alors, Monsieur Bazin, je tenais à vous recevoir aujourd'hui parce que récemment, nous avons tous été témoins, si vous voulez, sur les ondes de TVA, d'une information que vous dites être erronée. Donc, selon laquelle la Ligue des Noirs du Québec était prête à abandonner un recours collectif de 171 millions contre la Ville de Montréal pour profilage racial. Alors, quelle est votre version? Écoutez, moi, ce que je vous dirais à ce niveau-là, c'est qu'il faut faire une distinction entre des négociations à l'amiable qui se passent, entre guillemets, dans toutes les affaires judiciaires au Québec, que ce soit une question de, on va dire, donner un exemple, de logement, que ce soit une histoire de, comment dire, ça peut être autre chose. C'est n'importe quoi qui vient à l'esprit qui se passe de façon traditionnelle dans un tribunal. Il y a des arrangements, il y a des choses qui se passent. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, vous pensez que TVA nous, on n'a jamais abandonné le recours collectif. D'accord. Donc, ça vient d'où, cette erreur? Vous pensez que TVA aurait confondu ce type d'arrangement dont vous me parlez et le recours collectif? Écoutez, je ne suis pas dans la tête de TVA, je ne suis pas dans la tête du journaliste. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que on n'a jamais abandonné le recours collectif. Et je peux vous dire que hier, même la fin de semaine, ça arrive qu'on travaille aussi, on n'a pas le choix. Oui. Donc, hier, j'étais dans le bureau d'un avocat. Il y avait 2 avocats et il y avait le vice-président de la Ligue des Noirs du Québec, et on était en train de discuter du recours collectif et des prochaines démarches. C'est sûr que c'est confidentiel, mais je vous dis par rapport à ça, donc le recours, je confirme, il est toujours là. Il est toujours présent, toujours en cours, donc il n'est pas question d'annuler de quelque façon. Non, ça n'a pas été question d'annuler, il est toujours là, et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le registre des actions collectives, donc c'est public. À partir du moment où on fait un recours de ce genre, c'est d'intérêt public et il se trouve accessible à n'importe qui a un ordinateur, qui est intéressé à aller voir. Donc, il regarde puis il voit. D'accord, parfait. Parce que je vous avoue, bon, vous savez vous-même que cette nouvelle avait fait réagir plus d'un. Il s'agit aussi, en fait, il y a eu un premier recours collectif, mais vous me disiez que c'est toujours le même recours, qui était un montant moindre et qui a augmenté à 171 millions. Pouvez-vous juste nous donner les détails? Ce qui est arrivé, c'est que à la suite d'un rapport qui avait été déposé par le SPVM, on a eu plus de chiffres, plus d'informations, et j'avais déjà préconisé de toute façon une hausse. Donc, ça a été confirmé. Il y avait beaucoup plus de victimes et on avait quelque chose de solide pour s'asseoir. À ce moment-là, c'est sûr qu'on a augmenté le niveau, c'est-à-dire le montant. OK. Donc, c'est ce qui s'est produit et de toute façon, ça avait déjà été anticipé, une hausse au niveau du montant qui serait demandé à la Cour. D'accord. Et ça fait à peu près combien par personne? Là, je vous dirais, on entre dans la technicalité. On n'en est pas encore là. D'accord. Donc, c'est en train de discuter. Il y a plusieurs choses, là. Donc, on n'en est pas là, présentement. Là. C'est pas parce que je veux pas donner l'information, je peux pas la donner. Okay. Donc, c'est ça. Ce sont des choses juridiques, ce sont les avocats qui s'en occupent. Parfait. Et est-ce que vous avez quand même bon espoir que vous aurez gain de cause?
Regardez, toutes les affaires juridiques, là, il n'y a pas de garantie bétonnée à 100%. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles les négociations à l'amiable existent. Oui. Ça a toujours été comme ça. C'est comme je vous ai dit, là. Pour vous donner un exemple, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui est considérée comme étant le plus grand expert au Québec, là, ils ont gagné... ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de recours qu'ils ont gagnés. Oui. Et ils ont commencé la lutte en 2003, je crois. C'est ça. Écoutez, là, on est en 2020 actuellement. Oui. Ça vous donne une idée. Donc, si vous perdez ce recours collectif, vous pouvez vous attendre à quoi, par exemple? Parce que vous me parlez beaucoup de négociations à l'amiable, etc. Qu'est-ce qui peut en présentement, ressortir? on est loin, mais très loin, à des années-lumière de penser qu'on va perdre. J'ai mentionné la chose pour être honnête, pour vous dire qu'est-ce qu'il en est. Mais je vous dirais qu'on a de très bonnes chances. C'est ça la situation. On a toujours quelque chose. Et même si, advenant que ça arriverait, on aura quand même marqué l'histoire et on aura justement fait en sorte qu'il y a des réactions, des changements dans la société. Et c'est ça le but principal qui est poursuivi par la Ligue des Noirs du Québec, c'est qu'il y a des changements concrets, positifs, visibles, qui soient accessibles à la population. C'est ça. Alors, vous dites que vous aurez marqué l'histoire advenant, parce que c'est la première fois au Québec ce recours. Alors, en plus de 50 ans d'existence de la Ligue des Noirs du Québec, ce serait la première fois qu'un recours collectif aurait été déposé? C'est la première fois qu'un recours de ce type-là a été déposé au Québec. OK. Donc, c'est la première organisation qui a eu la volonté et qui a eu le courage de le faire, c'est la Ligue des Noirs du Québec. Donc, moi, je vous dirais, il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont se dire pourquoi ça n'a pas été fait avant. Bien, écoutez, il y a toujours un momentum. On saisit le moment et on agit quand c'est le temps d'agir. Quand on voit une opportunité pour le faire, on agit. Et c'était le temps d'agir, on a décidé d'agir et on le fait. Parfait. Et quelles sont vos demandes clairement à la mairesse, M. Bazin? Là, vous êtes sur quel terrain à ce moment-là? Je veux juste être sûr, je ne comprends pas la question. On a parlé d'entente possible avec la Ville. Donc, est-ce que vous avez des ententes, une demande concrète que vous faites à la mairesse? Quels sont les changements auxquels vous pouvez vous attendre? Je vous dirais qu'il y a plusieurs demandes. Entre autres, il y a les caméras corporelles. Oui. On veut un engagement par rapport à ça. On veut également un engagement clair, une politique claire par rapport aux interpellations. Oui. On veut du changement par rapport à ça. On veut également qu'il y ait plus de personnes qui soient intégrées dans la police, qu'il y ait de la publicité pour que les gens de la communauté puissent savoir qu'il y a effectivement, au moment où on se parle, un besoin de la police, de gens de la communauté noire et des autres communautés visibles. Et j'entendais M. Caron, justement, le directeur du SPVM, mentionner qu'ils étaient très ouverts au changement et puis apporter des modifications aussi à la formation des policiers. Est-ce que vous ça également, c'est une autre des mesures, mais c'est parce qu'ils ont déjà... C'est pas comme s'ils n'avaient rien fait, là, vous comprenez? Oui. Parce que je veux pas faire double emploi non plus. C'est parce que ce qui est arrivé, c'est que déjà, il y avait des mesures qui avaient été faites suite aux actions, aux demandes, de différents organismes, dont la Ligue des Noirs du Québec. Oui. Et, entre autres, ils font justement des formations. Il y a des formations qui vont être pour les policiers. Il y a des formations qui vont être pour les agents de la STM qui doivent être distingués des agents du SPVM. Oui. Justement, on en avait parlé hier lors de notre échange des agents du STM, donc la société, en fait de la STM, de la Société de transport de Montréal. Donc, qu'en est-il un peu plus concrètement? Ce que je vous dirais, c'est que la formation n'a pas été donnée encore. Oui. Et ce n'est pas la faute des agents formateurs, là. C'est en raison vraisemblablement, je vous dirais, de la situation du COVID, là. Oui. Donc, ça a bouleversé le calendrier, là. Donc, cette formation-là, en fait, a comme objectif d'éviter une escalade quand les agents de la STM viendraient interpeller s'il y a un problème quelconque ça. Dans le métro, dans l'autobus. C'est exactement ça. Et qui donnerait cette formation? Écoutez, ça va être les experts qui vont être appelés par rapport à ça, qui ont la formation nécessaire pour le faire. Moi, je ne suis pas un de ces experts-là, donc je ne peux pas vous dire exactement, là.
Parfait. Et est-ce que vous avez rencontré la mairesse récemment ou avez-vous un rendez-vous de planifié pour échanger avec elle prochainement? Très prochainement, je vous dirais qu'il va y avoir une rencontre avec la mairesse. Oui. Donc, ça, c'est déjà prévu. Donc, c'est des choses qui se passent. Dans l'année, on rencontre la mairesse également, mais très prochainement, il y a une rencontre qui va se faire. Et qu'est-ce que vous avez comme plan d'action? Qu'est-ce qui sera discuté sur la table? Bien, écoutez, je ne peux pas vraiment vous dire tout ce qui va être dit parce que... Une idée quand même? Les grandes lignes? Les grandes lignes, c'est on va parler du recours collectif, on va parler également des avancées possibles pour le bien-être de l'ensemble de la population, pour changer les choses actuellement, c'est-à-dire améliorer la question du profilage racial, la question du racisme systémique. Oui. On veut que les choses changent. La mairesse de Montréal, c'est une personne qui, quant à moi, pour plusieurs personnes, c'est une personne qui est de bonne foi. Elle va de l'avant, elle veut du changement. C'est ce qu'elle a manifesté. Et d'ailleurs, contrairement aux autres administrations précédentes, je vous dirais que cette administration-là, elle est la première qui a reconnu de manière publique l'existence du profilage racial, l'existence de la discrimination systémique et qui s'est engagée à lutter, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il y ait des changements positifs. Donc, je ne vais certainement pas jeter la pierre à la mairesse Plante. Je sais qu'elle est là et qu'elle veut avancer, régler, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des changements. Donc, vous croyez que ça sera possible de faire bouger les choses à plusieurs niveaux? Parce que quand on parle de racisme systémique, oui, on parle beaucoup de brutalité policière, de profilage racial au sein de la police, mais ce n'est pas seulement dans cette organisation-là. Ça se retrouve partout. M. Trudeau l'a mentionné, plusieurs l'ont mentionné, c'est dans toutes les sphères. C'est dans les institutions, c'est partout. Alors, est-ce que vous allez discuter justement de la présence de discrimination et de racisme systémique dans toutes les sphères? Ou vous concentrez sur le corps policier? La mairesse, elle a beaucoup de pouvoir, mais écoutez, elle n'a pas un pouvoir illimité, vous me suivez? Donc, ça va être à l'échelle de Montréal. Ça va être... C'est ce que je veux dire, mais je parle de sortir du cadre de la police. Est-ce que vous allez rester dans le cadre du SPVM ou bien aller au-delà? Dans vos discussions, dans vos échanges. On va se concentrer sur la police, mais vous comprendrez que les notions sont larges. Donc, ce sont des notions qui sont également applicables. Donc, quand on fait quelque chose, là, c'est-à-dire on va lutter contre la discrimination systémique, là, c'est large. C'est pas juste les Noirs, nécessairement, là. Vous me suivez? Je vous suis Donc, très bien. C'est ça la situation. Alors, quand vous dites que ce n'est pas juste les Noirs, est-ce que ça voudrait dire que la Ligue des Noirs du Québec défend aussi d'autres communautés? Écoutez, la Ligue des Noirs du Québec, on lutte contre la discrimination et on ne fait pas de discrimination sous aucune forme. Donc, ça va arriver qu'on va aider d'autres personnes qui ne sont pas noires. Par exemple, quelles autres communautés ont fait appel à vos services? C'est divers, je vous dirais. Je vous dirais qu'il y a déjà une femme autochtone qui est déjà venue. D'accord. Je vous dirais, c'est divers. Donc, on ne fait pas de discrimination et ça, c'est très clair. Ça fait partie de notre mandat. Donc, nous, on intervient de façon égale. Donc, quelle que soit la personne qui frappe à la porte, vous prenez le temps d'analyser le dossier. C'est effectivement le cas. Parce que j'ai vu aussi que vous aviez pris position par rapport au massacre antisémite qui avait eu lieu en 2018. Bon, vous prenez quand même position pour plusieurs cas. Alors, est-ce que vous avez des gens d'autres communautés? Donc, vous voyez, c'est un des exemples. Là. On ne fait pas de discrimination. Notre organisation ne se permet pas de faire de telles choses. On lutte contre la discrimination. On lutte contre les inégalités. Donc, notre mandat, c'est d'agir, de prendre position lorsqu'on voit des injustices. Alors, M. Bazin, juste pour nous aider à avoir une idée de la manière dont les choses se passent, lorsqu'une personne est victime de discrimination, donc elle vient vous voir, elle vous explique un peu sa situation, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire qu'il y a plusieurs choses qui se passent, mais on ne peut pas tout vous dire. C'est malheureux ce que vous pouvez me dire, dites-le. Regardez, le mécanisme, d'ailleurs, est différent un peu à chaque fois. C'est au cas par cas, c'est jamais la même chose. Je peux vous donner un exemple. Il y a une fois, c'est un individu qui est venu me voir. Il travaillait dans un centre de détention, je ne préciserai pas lequel.
C'est un individu de race noire et il était victime de racisme et de discrimination. D'accord. Cet individu-là, ça se passait en 2008, là. Oui. Cet individu est venu me voir personnellement, moi. Oui. Donc, j'ai mis mon chapeau Ligue des Noirs du Québec. Je ne lui ai pas dit. Donc, c'est Ligue des Noirs du Québec, c'était ce chapeau-là que j'ai eu. Et j'ai servi cette personne-là et je lui ai dit quoi faire, comment faire. Et je lui ai donné toute l'aide disponible en fonction de mes connaissances et de ce que je pouvais faire pour lui. Je lui ai même donné des notes. Et cet individu-là, par la suite, je lui avais envoyé à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Oui. Par la suite, cet individu-là a été à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse et a obtenu le plus gros montant qui ait jamais été obtenu de mémoire à l'époque. Peut-être que c'est toujours le cas, pour une victime de discrimination et de racisme. Donc, selon... Et il a retrouvé son emploi parce qu'il avait été congédié également. D'accord. Donc, selon le cas, vous allez référer donc à d'autres organismes, à des organismes spécifiques. C'est effectivement le cas parce que nous, on a des avocats. Oui. Parfois, ça va être un avocat qui va justement s'occuper de la cause. Oui. Parfois, on va référer à d'autres personnes parce que vous comprendrez qu'on ne peut pas faire de favoritisme. Il faut faire une certaine transparence. Là. Donc, on ne garde pas, on ne dit pas on va envoyer tous nos dossiers à un avocat X en particulier. D'accord. Donc, quand c'est possible, on envoie ça à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Des fois, quand c'est possible, on va envoyer ça à un des avocats avec qui on fait affaire, mais on essaie de ne pas se centraliser. D'accord. Monsieur Bazin, la Ligue des Noirs du Québec, on l'a dit, existe quand même depuis plus de 50 ans. Elle est issue de la Ligue des Noirs du Canada, qui a été fondée en 1969. Mais moi, j'ai connu l'ère Dan Phillips. Quand je dis l'ère Dan Phillips, c'est pas qu'il n'est plus présent, il est toujours le président de la Ligue des Noirs du Québec, mais on l'entendait, on le voyait, c'est un homme qui est rempli de fougue. Il était sur tous les fronts pour dénoncer chaque situation. On voyait M. Dan Phillips à la télévision. Il pouvait être aimé ou non. Il était contesté très certainement, mais il avait une visibilité, il avait une voix. L'impression que nous avons en ce moment, c'est que la Ligue des Noirs est moins active et moins dynamique. Est-ce que c'est seulement une impression? Corrigez-moi si je me trompe. Je vous dirais c'est votre impression personnelle parce qu'on est toujours là, on est toujours présent. Et on a juste qu'à penser à la situation du recours collectif. Là. Donc, encore là, on en parle. C'est quelque chose d'important dans la société. Mais vous êtes moins présent dans les médias. C'est pas mon impression personnelle. Dans les médias, regardez, là, les 2 dernières semaines, là, j'avais 2-3 entrevues par semaine, j'étais là. Oui, mais on s'entend qu'à ce moment... Avant ça, j'avais également d'autres entrevues. Et je vous dirais que, personnellement, ça m'arrive de refuser des entrevues, c'est pas pour rien, parce qu'il y a un travail de terrain qui doit se faire, et on n'est pas là pour donner des entrevues, on n'est pas là pour se donner de la visibilité, on est là pour aider les gens du public. Quand on va intervenir sur le média système, comme on dit, c'est parce que il y a un événement, il y a quelque chose, mais on ne va pas aller chercher nécessairement une publicité juste pour chercher une publicité, là. C'est pas ça. L'essentiel, le but de la Ligue des Noirs du Québec, c'est de faire en sorte que les gens aient un service et que les gens puissent trouver de l'aide adéquate. Est-ce que les gens, justement, en général, savent que vous existez, même si vous êtes là depuis longtemps, parfois? À notre connaissance, oui, parce que je vous dirais que personnellement... portion de la population qui ignore parfois l'existence de certaines organisations. Regardez, moi, je vous dirais que personnellement, parce que je suis dans les bureaux de la Ligue, là, et je vous dirais, bien que je ne sois pas là en permanence, là, je vous dirais que régulièrement, il y a des gens qui franchissent la porte, qui viennent demander de l'aide, et c'est quand même je vous dirais, beaucoup de personnes pour les 2 jours que je suis là. Donc, à ce moment-là, j'imagine les autres jours quand je suis pas là. Donc, il y a encore du monde, là. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, je vous dirais que
Le recours collectif, il avait été fait en raison d'une augmentation de la clientèle, d'une augmentation du nombre de plaintes, d'une augmentation du fait qu'on doive intervenir. Et on n'a pas eu le choix. Je vous dirais, là, à un certain moment donné, on doit faire des choix et on a décidé de poursuivre la Ville de Montréal. C'est parce qu'il y avait un besoin, il y avait quelque chose qui était là et nous avons décidé de faire. La Ligue des Noirs du Québec a décidé d'agir. Et parlons-en justement de la clientèle, des services offerts. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes, d'appels de l'extérieur de Montréal? Ça va arriver également qu'on ait des appels de l'extérieur de la Ville de Montréal. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens qui sont aux États-Unis. On est un organisme qui intervient un peu partout. On travaille en collaboration avec d'autres organismes. Donc, ce qui est bon ailleurs peut être bon ici également au Québec. Donc, on essaie d'apprendre parce qu'il y a juste un idiot qui ne veut pas prendre les autres méthodes, c'est-à-dire quelque chose qui a pu marcher ailleurs peut fonctionner très bien à l'intérieur, c'est-à-dire du Québec. Donc, nous, on est ouverts. Entre autres, je vous dirais qu'on travaille avec une organisation de la Belgique. Donc, il y a une délégation spéciale qui est venue. On a travaillé avec eux. Donc, c'est une réalité. Mais expliquez-moi, aidez-moi à comprendre comment une personne des États-Unis peut faire appel à la Ligue des Noirs du Québec alors qu'il y a une multitude, justement, d'activistes, de mouvements, de groupes d'organisations à la défense des droits aux États-Unis. Pourquoi ils appelleraient la Ligue des Noirs? C'est un exemple que je vous ai donné. La personne en question, sa femme, elle était à Montréal. Ah, d'accord. Et elle a décidé, justement, d'entrer en contact avec nous. Donc, son mari était aux États-Unis. C'est ça. Son mari était aux États-Unis. Il a eu affaire à une situation malheureuse. Parfait. Et nous, à ce moment-là, on a analysé la situation, on a vu qu'est-ce qu'il y avait à faire et on a contacté un organisme pour qu'il puisse, justement, intervenir. Donc, on lui a passé la balle, comme on dit, là. C'est comme le relais. Et quand je parlais aussi de l'extérieur de Montréal, évidemment, je parlais d'autres, dans les arrondissements, d'autres régions, etc. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Parce qu'ils sont quand même un peu plus isolés ici à Montréal. Oui. Quand vous parlez de région, pourriez-vous être plus spécifique? Peu importe la région. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, des pourcentages de non, de je ne pourrais pas vous dire ça. On est en situation COVID actuellement, puis je vous dirais que déjà, c'est beau. Au-delà de la COVID, parce qu'on parle beaucoup de la COVID, mais la Ligue des Noirs existe quand même depuis assez longtemps, mais en dehors de Montréal, dans les régions, est-ce que les gens savent que vous existez? Est-ce qu'ils font appel à vos services? Ça va arriver, oui, qu'on ait des situations comme ça. Donc, comme j'ai dit, on ne ferme pas nos portes. Donc, l'organisme, la Ligue des Noirs du Québec, c'est un organisme qui est connu et on pense justement, ça va arriver qu'on passe dans les médias parce qu'on a une grosse exposition, parce qu'on a fait quelque chose que d'autres n'ont pas fait. Donc, entre autres, le recours collectif qu'on a décidé de faire et de mener, cette lutte-là, je dirais que un tel recours, c'est la première fois dans toute l'histoire du Québec que c'est fait. Et c'est la Ligue des Noirs du Québec qui a décidé de le faire. Est-ce que vous vous déplacez, par exemple? Je voyais quelques articles sur votre page de cas dans d'autres villes, à Châteauguay, à Drummondville, par exemple. Est-ce que vous vous rendez parfois dans les autres villes, sur les lieux, pour constater où les gens viennent? Oui, effectivement, on se déplace. Et je vous dirais, c'est parce que là, pour vous donner un exemple, sans trop vous donner de détails, parce que des choses qu'on ne peut pas vous dire, c'est malheureux. Et d'ailleurs, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse procède également comme ça. C'est que dans certains cas, on doit faire des enquêtes. Et ce sont des enquêtes de terrain. On doit vérifier les allégations et on doit recueillir des preuves. D'accord. Et ça, c'est pour justement le bien de la personne. C'est pour faire en sorte qu'arriver au stade où est-ce qu'on doit poursuivre, on ait un dossier en béton, si c'est possible de le faire. C'est ça. Donc, la Commission des droits de la personne a également un département d'enquêteurs. C'est pas tout le monde qui le sait, là, nécessairement, mais moi, je vous dis que c'est le cas. Je dis attention à ceux qui veulent faire de la discrimination, parce que nous, on fait certaines choses, on vous dit pas c'est quoi. On essaie de recueillir de la preuve, et quand on coince la personne, c'est qu'elle est coincée, on a toutes les preuves nécessaires. Oui. Alors, vous voyez, c'est intéressant de donner des entrevues. Vous nous apprenez quelque chose en ce moment par rapport à la Ligue. Si vous le permettez, nous allons prendre une courte pause musicale. C'est une pièce, évidemment, qui a tourné beaucoup
Dans les médias sociaux, plusieurs l'ont déjà entendu, je dirais même vu. C'est un jeune garçon qui chante « I Just Wanna Live ». C'est vraiment une chanson qui est très poignante. Moi, ça m'a touchée, ça m'a beaucoup émue. J'ai un jeune garçon, je me dis que je n'aimerais jamais qu'il ait à dire cela. Alors, je vous laisse écouter. Prenez le temps d'écouter les paroles. « I Just Wanna Live ». I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind every day, I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. I was just a black boy brought up in the white world. I just wanna ask God if I'm in the right world. Is my life a test or is my life a curse? They put us in an ambulance, got us in a hearse, cause another brother deceased, but it doesn't matter. Killed by the police while we in the handcuffs. I don't wanna take a knee, I just wanna stand up. Where's the new Huey P? Call it Black Panthers. Just do the math, they subtract us like minus. Fuck COVID, KKK is the virus. We are not afraid, we will not stay quiet. They will always label a rebellion or riot. Kill a black man seems to be their assignment. White supremacists terrorize the environment. Guns and the canine, tasers and sirens. I just wanna live, I don't wanna live violent. We don't want violence. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. Alors, de retour à l'émission Cœur à cœur, tête à tête plutôt, tête à tête, Cœur à cœur avec Stéphanie Casimir. Je suis en compagnie de M. Max Stanley Bazin, porte-parole de la Ligue des Noirs du Québec, donc depuis 2019. M. Bazin nous entretient sur le recours collectif qui a été déposé à la Ville de Montréal et contre aussi le SPVM. Nous parlons aussi évidemment de discrimination raciale et de racisme systémique. La chanson que vous venez d'entendre, « I Just Wanna Live », la plupart des gens comprennent l'anglais, mais juste au cas, il dit ceci: « Je veux seulement vivre. Dieu, protège-moi. Je suis un jeune homme noir qui fait tout ce qu'il peut pour être, pour vivre. » Quand je regarde autour de moi, je vois ce qui se produit, ce qu'on fait à mes semblables. Tous les jours, je suis chassée comme une proie. Les miens, mes semblables, ne veulent pas de problème. Nous avons eu suffisamment de luttes. Je veux seulement vivre. Et c'est magnifique, les images. Prenez le temps d'aller voir dans les médias sociaux. On voit aussi des références aux Black Panthers de Malcolm X. On voit des références évidemment à la mort de George Floyd. Toutes sortes d'images vraiment qui nous interpellent. Il y a aussi un chanteur rap dans la chanson qui dit ceci: je suis un jeune homme noir élevé dans un monde de blancs. Je veux juste comprendre, Dieu, si je suis dans le bon monde. Est-ce que ma vie est... Is it a curse? Est-ce que c'est une malédiction? Ma vie est une malédiction.
on le met dans une ambulance tué par un policier, en référence évidemment à George Floyd, les menottes au poignet. Je ne veux plus m'agenouiller. Encore une fois, ce geste de mettre le genou au sol, mais je veux seulement rester debout. Je ne veux pas me taire. Et au diable, la COVID, le Ku Klux Klan, donc KKK, et le virus. Alors, voilà, magnifique chanson. Alors, de retour à l'entrevue, Monsieur Bazin. Nous avons parlé évidemment de vos actions, de votre présence aussi à l'extérieur, dans d'autres villes et même à l'extérieur du pays. Il y a eu, je reviens ici maintenant à Montréal, il y a eu plusieurs manifestations récemment. Quand je vous demandais est-ce que la Ligue des Noirs est aussi active, donc il y a eu 2 manifestations. Il y en a eu une autre aussi aujourd'hui, si je ne m'abuse, à Repentigny, organisée par la Ligue des Noirs Nouvelle Génération. Alors, expliquez-moi, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Énormément de gens croient qu'il s'agit d'une seule et même organisation, alors que ce n'est pas le cas. La Ligue des Noirs Nouvelle Génération a été fondée en 2016. Alors, est-ce que vous leur avez tendu la main? Ils vous ont tendu la main? Est-ce qu'ils vous ont consulté avant d'utiliser une partie de votre nom? Non, effectivement, ils n'ont pas consulté la Ligue des Noirs du Québec. Oui. Donc, il y a une utilisation d'une partie de notre nom qui pose problématique et qui cause une confusion, comme vous l'avez vous-même si bien dit. Il y a une confusion dans le public. On n'est pas affilié à la Ligue des Noirs Nouvelle Génération. D'aucune façon. En aucune façon. Est-ce qu'il porte préjudice à la Ligue des Noirs du Québec? Parce que même moi, j'ai regardé une entrevue donnée à la télévision et c'était carrément écrit Ligue des Noirs sous le nom de la jeune fille qui prenait la parole. Il y a plusieurs reprises, la jeune fille disait Ligue des Noirs et elle n'ajoutait pas systématiquement Nouvelle Génération. Alors, quelqu'un qui regarde, qui écoute ça, va confondre. On a l'impression que c'est la relève. C'est exactement ça. Il y a une confusion qui est faite et il y a une problématique et c'est malheureux, mais c'est ça. On n'est pas la cause de la problématique. C'est la Ligue des Noirs Nouvelle Génération qui est la cause de la problématique. Ça va devoir être réglé. On n'aura pas le choix. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire justement pour régler la situation? Oui. Regardez, là, présentement, je vous dirais... on n'a pas vraiment arrêté de décision par rapport à ça, mais on est en train d'en discuter. D'accord. Et oui, il y a quelque chose qui va devoir être fait, il y a quelque chose qui va être fait, parce qu'on doit faire en sorte que le public sache à qui il s'adresse. Donc, c'est ça. Mais quand vous dites « on est en train d'en discuter », qui est-ce qui en discute? Est-ce que vous en discutez avec la Ligue des Noirs Nouvelle Génération ou simplement dans les murs de la Ligue des Noirs du Québec? Ce que je vous dirais, vous allez être informé plus tard par rapport à la situation parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais je ne peux pas vraiment... Je ne vous demande pas les détails, mais est-ce que cette discussion, vous la faites avec la Ligue des Noirs Nouvelle Génération ou seulement avec les membres de la Ligue des Noirs du Québec? Avant même que la situation se produise, on a déjà tenté d'anticiper, de faire en sorte qu'on n'en arrive pas là où on en est aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas capables de comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas capables de saisir qu'on envoie un message. Oui. Après avoir été patient, on n'a pas le choix de faire d'autres choses à ce moment-là. Donc, de prendre des mesures, des recours. Il y a des mesures qui vont devoir être prises. C'est clair, parce qu'on ne peut pas laisser la population dans la confusion. C'est clair, c'est certain. Par exemple, la Ligue des Noirs Nouvelle Génération a pris la décision lors de la manifestation de la semaine dernière d'exclure le SPVM. Est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que vous appuyez cette décision qui a été prise? Nous n'étions pas d'accord et nous avions pris notre position de manière publique par rapport à ça. Et si vous avez bien regardé l'actualité, après qu'on ait dit que ce n'était pas une bonne idée et que c'était même contraire aux intérêts des Québécois et Québécoises et qu'il y avait un rendez-vous manqué avec l'histoire, on a exposé notre point. Quelques heures à peine quelques heures après, la Ligue des Noirs Nouvelle Génération a tourné, c'est-à-dire a changé d'avis
et a réinvité le chef Caron de la métropole, de la police de la métropole, mais c'était déjà trop tard. Bien entendu. Et aujourd'hui, justement, ils doivent se réunir à Repentigny. Il y a une invitation qui a été faite de soutenir aussi les gens de Repentigny qui vivent aussi beaucoup de profilage racial. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Personnellement, à la Ligue des Noirs du Québec, on a pensé à faire des manifestations. On voulait en faire, mais compte tenu de la pandémie, compte tenu du COVID-19, on a pensé d'abord et avant tout au bien-être de la population, à savoir des Montréalais et Montréalaises. Donc, on ne veut pas faire en sorte qu'il y ait un regain de la problématique. On ne veut pas faire en sorte qu'il y ait plus de malades sur l'île de Montréal ou ailleurs. Donc, nous, on a privilégié la santé plutôt qu'autre chose. Donc, des manifestations, on peut en faire, que ce soit dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut toujours en faire plus tard. Mais le momentum, c'est maintenant que ça se passe. Ce ne sera pas dans 1 mois ni dans 2 mois. Et donc, en n'organisant pas de manifestation, vous laissez la place justement à cet organisme de prendre les devants. Et quand on regarde aux États-Unis ou partout à travers la planète, M. Bazin, il y a eu des manifestations. Est-ce que la situation n'est pas suffisamment urgente à vos yeux pour que la santé, oui, c'est important, mais les gens, attendez-moi un instant, s'il vous plaît, les gens ont quand même pris les mesures, ils ont porté des masques et on n'a pas entendu d'augmentation de cas de COVID, à ce que je sache. Si vous regardez bien, il y a un site, à savoir un site gouvernemental, là, municipal, si vous préférez, et les cas de COVID, à chaque augmentation, c'est indiqué. Et vous regardez bien, d'ailleurs, on est à Rivière-des-Prairies présentement, il y a plus de 2000 personnes qui ont été infectées par la COVID, qui ont été confirmées. À chaque jour... Est-ce qu'on sait si c'est à cause de la manifestation ou tout simplement des personnes du milieu de la santé ou les CHSLD? Regardez, je n'ai pas les détails, mais ça ne prend pas un génie pour comprendre que quand vous mettez justement une grosse foule, c'est-à-dire plusieurs individus ensemble, ça n'aide pas et c'est certain que mathématiquement, il y a des gens qui ont été contaminés lors de ces événements-là. Parfait. C'est la réalité, là. On ne peut pas dire que lors de ces événements-là, il n'y a personne qui a été contaminé. Ça, c'est une réalité, là. Et nous, on n'a pas voulu que ça arrive. On n'a pas voulu prendre la responsabilité de faire en sorte que des Montréalais et des Montréalaises soient contaminés. Et d'ailleurs, je vous dirais que M. Horacio avait déjà lui-même lancé, sa position par rapport à ça, là. Monsieur Bazin, on a constaté aussi récemment dans les médias que plusieurs des élus, certaines personnes à la tête d'organisations importantes, dont la commissaire de la GRC, Mme Brenda Lucki, évidemment notre premier ministre du Québec, M. Legault, il y a le premier ministre aussi du Nouveau-Brunswick qui ne reconnaissait pas, à prime abord, l'existence de racisme systémique, que ce soit au Québec, au Canada. Il a fallu que ces gens-là reviennent sur leurs paroles. Ils ont certains été rappelés à l'ordre, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'attitude? Ou quand on entend aussi M. Franqueur, qui est le président de la fraternité de la police, dire qu'il n'y a pas de racisme systémique. Comment vous percevez la chose? Soi-disant pour une question de définition. Hein? Ils prétendent ne pas avoir très bien compris le terme, le sens. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour nous, à chaque fois qu'un individu, peu importe son titre, qui vient de façon publique nier la question de la discrimination systémique ou encore du racisme systémique, c'est un recul. C'est quelque chose, c'est un obstacle qui est dressé aux outils de lutte, aux manières de lutte contre la discrimination systémique, contre le racisme systémique. On ne peut pas, lorsqu'on a un poste important, arriver et faire en sorte d'envoyer un message négatif dans la population, un message qui fait en sorte qu'il y ait une négation d'un phénomène qui existe, qui est là et qui constitue un cancer social. Si vous faites face à un cancer, vous devez prendre les moyens pour le traiter. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Si vous l'ignorez, il va y avoir prolifération et la cause
vous faites partie à ce moment-là du phénomène. Oui, on dit même que c'est un virus, littéralement, le racisme systémique. Mais au moins, bon, nous avons le premier ministre Justin Trudeau qui a déclaré officiellement, clairement, sans équivoque, qu'il y a présence, évidemment, de racisme systémique dans toutes les institutions à travers le pays, et y compris au sein des forces policières de la GRC. Effectivement, je vous dirais que M. Justin Trudeau, notre premier ministre du Canada, c'est quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui a le courage de ses convictions, c'est quelqu'un qui peut être considéré avec raison comme étant le premier défenseur des droits et libertés de la personne ici au Canada et aussi, également au Québec. Donc, il a toujours fait en sorte d'intervenir à la mesure de ses moyens. Il y a des gens qui critiquent sans savoir. Mais M. Trudeau, là, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Avant même la question de George Floyd, il y avait un plan. Et il y avait un plan pour lutter contre le racisme, contre la discrimination. Il y a de l'argent qui était sur la table. Donc, et c'est toujours là. C'est ça la situation. Mais vous y croyez, M. Bazin? Parce que si je me réfère, par exemple, au dossier des Autochtones, par exemple, j'entendais Mme Viviane Michel prendre la parole récemment concernant l'enquête qui a été menée sur les filles et les femmes autochtones disparues. Donc, Mme Michel, présidente des femmes autochtones du Québec, mentionnait que rien n'avait été fait, que les consultations n'avaient pas eu lieu, qu'il n'y avait pas de plan. Et le dépôt a été fait depuis 2019. Donc, si eux-mêmes n'ont pas obtenu de résultats et que la situation se poursuit, encore des cas, vous pensez qu'on aura des résultats? Écoutez, vous me parlez de 2019 à 2020. Il y a la COVID qui est arrivée. Bien avant la COVID. Ça a été précisé justement, Mme Michel, et elle a même mentionné que le dépôt a été fait. On s'entend qu'on parle de juin 2019. Il y a eu des appels à la justice, etc. Et ce qu'elle dénonçait, c'était une lenteur administrative. Écoutez, et le peuple autochtone ne comprend pas, ce qui fait que les choses n'avancent pas jusqu'à présent. Je vous dirais, regardez, là, quand on a des choses sérieuses à régler, des choses importantes, il ne faut pas s'attendre à des résultats qui seraient immédiats tout de suite. Là. Il y a un certain processus. Il y a quelque chose qui va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. Je ne peux pas croire que le premier ministre Justin Trudeau va laisser la situation comme ça et rien faire. On ne sait pas quand. Alors, moi, je peux vous dire que le premier ministre Justin Trudeau, c'est un homme qui est à ses affaires. Donc, il est en train d'analyser la situation. Il y a des experts qui sont là-dessus. Et quand ça va être le moment, il va falloir agir, ils vont le faire. On l'a vu dans la situation du COVID, justement. Il est intervenu et il a distribué de l'argent à plusieurs couches de gens dans la population. Il y a des actions positives qui ont été faites, là. Donc, c'est ça la réalité. C'est ça un premier ministre. Il y a un besoin, vous agissez en fonction de vos moyens, et c'est ça. En même temps, Gabriel Nadeau-Dubois faisait la démonstration justement que ce dossier-là n'était pas pris au sérieux et que c'était resté sur les tablettes. Donc, pendant un certain laps de temps, pendant plusieurs années, on n'avait carrément pas travaillé, il n'y avait pas eu de plan, il n'y a pas de proposition. Donc, jusqu'à quel point on peut dire que nos élus prennent cette question-là au sérieux? N'eût été du décès de George Floyd récemment, qui a éveillé les passions, est-ce qu'on aurait eu cette discussion-là ici au Québec? Oui, l'année dernière, on a parlé aussi de commissions, etc. On en parle, il y a eu une pétition qui a été signée avec plusieurs signatures, mais les choses, on en discute de plus en plus, on fait bouger les choses, mais est-ce qu'on prend ça assez au sérieux? Et qui va mener ce combat pour qu'on puisse voir des résultats concrets à quand même courte durée, parce qu'on ne peut pas attendre éternellement, ça fait longtemps. Moi, je m'implique aussi depuis de nombreuses années. Je sais que même au début des années 90, on parlait de représentativité des Noirs dans différentes sphères. Il y a des lois qui ont été mises en place. On parle souvent aussi de quotas dans les entreprises, mais mon Dieu, on en parle, mais on ne voit pas de résultats. Ce que je vous dirais, regardez, on peut voter les meilleures lois au monde. Si elles ne sont pas appliquées, il n'y a pas de résultat au bout. Donc, c'est ça. On a ce qu'on appelle la Charte québécoise des droits et libertés, à savoir à l'article 10, plus précisément. On a des interdictions
de faire justement de la discrimination, que ce soit l'âge, la couleur, le sexe, l'origine ethnique, tout ça, ce sont des motifs de discrimination interdites. Oui. C'est dans la loi, c'est ça. Mais regardez, encore en 2020, il y a des gens qui font de la discrimination et on est obligé justement d'utiliser des mécanismes comme la loi pour faire reconnaître nos droits. Oui. Et les individus aussi qui sont en position doivent reconnaître aussi l'existence de cette problématique-là. Et là-dessus, j'aimerais citer le ministre fédéral des services autochtones, Mark Miller. Je trouve qu'il dit une chose assez intéressante. C'est un appel justement à une introspection. Il dit, nous sommes à notre meilleur lorsque nous nous remettons en question, lorsque nous remettons en question nos instincts. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être fait parce que je sais que nous tournons autour d'un problème que nous devons réexaminer à la GRC, entre autres. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, je trouve ça intéressant qu'il parle justement d'examen de conscience. J'ai reçu récemment aussi le sociologue Frédéric Boiron qui a mentionné cela et plusieurs le disent. Et là, je fais ça, je fais un parallèle aussi avec M. Franqueur de la Fraternité de police qui mentionnait que ce problème de racisme systémique va au-delà de la police et qu'il ne fallait pas réduire le problème au corps policier, mais que ça va vraiment au-delà et que le comportement des citoyens est proportionnel à celui des policiers. C'est-à-dire qu'il y a autant de citoyens qui agissent et qui victimisent d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, vous avez, justement, j'ai pris connaissance de cette position-là, mais il y avait une autre position qui avait été dite également, où il avait dit clairement que, selon lui, sa position, c'est qu'il n'y avait pas de racisme systémique, en fait, il n'y avait pas de... Ce qu'il mentionnait, c'est qu'on avait pris seulement une partie du rapport, c'est-à-dire que quatre Noirs, les Noirs avaient 4 fois plus de chances d'être interpellés. Mais il disait qu'il y a toute une autre partie de cette recherche, de ce rapport qui avait été mise à l'écart. C'est-à-dire que les policiers n'avaient pas un comportement tellement différent du reste de la population, qu'il y avait même beaucoup plus de gens de la population, de citoyens en général, qui pouvaient agir c'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir des comportements racistes ou bien discriminatoires face aux membres des communautés racisées. J'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça. Parce que, justement, je vous dirais qu'un policier, c'est pas n'importe qui. C'est pas monsieur et madame tout le monde. Tout à fait. Un policier a des pouvoirs particuliers, des pouvoirs exceptionnels, et il n'a pas le droit, il ne peut pas légalement utiliser son pouvoir afin de brimer les droits de citoyens et de citoyennes du Québec. Et je vous dirais que dans la loi sur la police, dans les dispositions préliminaires, c'est clair. Le policier ou la policière doivent agir de manière à servir et à protéger la population et ils doivent le faire de manière conforme à la Charte des droits et libertés. Alors, à toutes les fois qu'un policier ou une policière fait en sorte de violer les droits à l'égalité d'une personne de race noire, d'un autochtone ou de toute personne d'une communauté visible et qui se retrouve justement avec des problèmes en raison de son apparence, ce n'est pas normal. Monsieur Bazin, comme on l'a mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup d'incompréhension autour du terme ou du concept, si vous voulez, de racisme systémique. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition claire de ce qu'est le racisme systémique versus la discrimination raciale? Parce que vous me disiez que ce n'était pas tout à fait la même chose. Alors, pour clarifier, parce que si des personnes bien placés, haut placés, ou même des élus ont de la difficulté eux-mêmes à comprendre, alors allez voir la population dans son ensemble. OK. Je vais essayer. Moi, ce que je vais faire, je vais me baser sur l'approche de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse par rapport à ça. Donc, je vais y aller. Pour une définition du racisme, voici la définition du racisme. C'est une théorie ou idéologie qui, partant de l'hypothèse de l'existence de races humaines, considère que les races sont inégales entre elles. Le racisme entraîne une attitude et des comportements d'hostilité ou de mépris à l'égard de certaines personnes en raison de leur couleur ou de leur origine ethnique ou nationale. Donc,
ce serait ça la définition du racisme. Maintenant, je vais passer à la question du profilage racial. Ou de la discrimination raciale? En tout cas, on va aller sur profilage racial parce que c'est ça c'est ça qui est retenu par les tribunaux. D'accord. Donc, le profilage racial, c'est une action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public par une ou des personnes en situation d'autorité. Cette action vise une personne ou un groupe de personnes selon des facteurs d'appartenance réels ou présumés, tels la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou la religion. L'action posée sans motif réel ou soupçon raisonnable expose la personne visée à un examen ou à un traitement différentiel. Donc, c'est ça la définition du profilage racial. Et là, ce que vous devez savoir, c'est que il y a plusieurs types de discrimination. Il y a de la discrimination directe, indirecte et la discrimination systémique. Donc, c'est normal qu'il y ait des personnes qui peuvent se retrouver un peu mélangées. Donc, c'est ça. Parfait. Mais je vous remercie de ces précisions. Et avant de nous quitter, parce qu'il nous reste, mon Dieu, deux minutes ou 1 minute et demie, récemment, le premier ministre Trudeau a mentionné à l'égard des finissants de 2020 que c'était la plus grande génération du 21e siècle et que les jeunes ont pris position pour plusieurs problématiques, plusieurs enjeux sociaux. Donc, ils savent ce qui ne va pas et ils font ce qu'il faut pour changer les choses. Ce sont les paroles du premier ministre. Alors, il a foi en cette jeunesse, en cet avenir. Alors, je sais que vous m'avez dit que vous allez prendre éventuellement des mesures, mais est-ce qu'il y aurait moyen rapidement, en quelques mots, de justement tendre la main à cette jeunesse qui est la Ligue des Noirs Nouvelle Génération et travailler en collaboration avec cette jeunesse, justement, plutôt que contre? Regardez... en quelques mots, hein? Je viens de me rendre compte, j'ai pas parlé de la discrimination systémique. Là, je dois vous donner la définition, c'est important. Alors, vous allez éviter ma dernière question. Non, mais c'est important. Je vous réinviterai. La discrimination systémique, c'est une discrimination qui résulte de l'interaction dynamique entre des décisions et des attitudes teintées de préjugés, ainsi que de modèles organisationnels et de pratiques institutionnelles qui ont des effets préjudiciables, voulus ou non, sur des groupes protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. De toute façon, merci infiniment. De toute façon, tous ceux et celles qui nous écoutent ont accès à ces informations de toute manière, avec un petit peu de recherche. Mais rapidement, il nous reste 30 secondes à ma question. Est-ce que vous pensez que c'est possible de travailler justement avec cette jeunesse? Regardez, il y a plusieurs jeunes, je vous dirais. Il ne faut pas focaliser sur un groupe ou un groupuscule en particulier. Il y en a plusieurs. Et justement, la Ligue des Noirs du Québec travaille avec ces jeunes-là, je vous dirais. Donc. Et vous avez des programmes, je crois, aussi effectivement, pour on a des jeunes. Programmes pour les jeunes. Oui, parfait. Bien, M. Bazin, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être prêté au jeu. Et nous souhaitons que nous aurons une réponse positive par rapport à ce recours collectif que vous entamez et puis continuer votre travail. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être là. Merci. Alors, bonne fin de journée. Merci. Alors, à nos auditeurs, auditrices, restez à l'écoute pour les autres émissions qui vont suivre. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même poste, même heure, pour un autre tête-à-tête, cœur à cœur, avec Stéphanie Casimir. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine.